Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce webinaire du 14 novembre 2017 intitulé, justement ou pas, la signature électronique pour les nuls. Si vous êtes ici, c'est donc que vous êtes soit nul en signature électronique, soit particulièrement modeste. Et si j'en juge par le nombre de participants record aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul de toute façon à être nul. Donc, dans les deux cas, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire et j'espère que je pourrai vous apporter toutes les clés pour mieux comprendre la signature électronique. Alors, nous allons commencer immédiatement, comme le veut la tradition chez Sell & Sign. On commence à l'heure, on finit à l'heure pour vous libérer à l'heure et que vous puissiez faire votre business. On est là pour ça. Pour le moment, je suis le seul à avoir la parole, car nous sommes très nombreux aujourd'hui sur la webconférence et je vous en remercie. Vous avez toutefois la possibilité de poser des questions via l'interface de l'outil que nous utilisons aujourd'hui. Il y a une partie questions dans laquelle vous pouvez écrire ce que vous voulez. En cas de question urgente, mon équipe me préviendra et on répondra immédiatement. Je ne sais pas, un problème de son ou une question qui bloque vraiment la compréhension. Mais sinon, nous prendrons les questions à la fin de session, c'est avec le temps qui nous restera. Si vous souhaitez prendre la parole pour dialoguer, vous pouvez aussi le mentionner dans votre question et c'est avec plaisir qu'on vous tendra le micro. Voilà, merci encore à tous d'être parmi nous et entrons ensemble dans la nouvelle dimension de votre business avec la signature électronique. Je me présente, je suis Alexandre Mermot, je suis le fondateur de Sell & Sign. Sell & Sign qui est une application business qui vulgarise complètement la signature électronique pour la mettre à la portée de toutes les entreprises. En quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, hein, Sell & Sign et Calinda. C'est une société, Calinda, qui existe depuis 2010, qui s'est toujours focalisée sur comment on peut améliorer la productivité et l'efficacité des entreprises avec les technologies digitales. Alors pendant longtemps, on faisait du collaboratif et puis depuis quelques années, on a lancé Sell & Sign, qui est une application business pour faire de la signature électronique dans votre métier. Et devant le succès de cette solution, on a créé une nouvelle marque et une nouvelle entreprise qui s'appelle Sell & Sign, qui marche très fort avec de nombreux clients. Donc ici, on voit quelques-uns de nos clients, pas tous, dans différents secteurs. Un secteur où on est très présent, c'est la pharma, parce qu'il y a beaucoup de contrats à faire signer en face à face dans les pharmacies. Donc là, on a une technologie qui permet de le faire très facilement, de déployer ça très rapidement, d'adapter les contrats tous les ans aux nouvelles conditions rapidement sur le terrain, et puis de fonctionner même quand il n'y a pas de réseau dans les pharmacies, ce qui est le cas une fois sur 4 ou 5 environ. L'immobilier, où on a également beaucoup de clients, ça va de la construction jusqu'à la location et même la gestion. Des contrats de mandat, des contrats de bail, des contrats de marché pour la construction, des états des lieux, toutes sortes de contrats dans l'immobilier. La banque et l'assurance, des contrats de prévoyance, des contrats de santé, des contrats de toutes sortes d'assurances ponctuelles, des cabinets de courtage aussi qui doivent faire signer des documents d'information précontractuels. Et tout ce qui est distribution et services, qui est en forte progression avec Sell & Sign, c'est tout ce qui est vente de prestations ou de produits sur le terrain particulier, ou aussi intérim, service à la personne, tout ce qui est service avec beaucoup de contrats de travail, contrats de prestations ponctuelles. Voilà. Alors, Sell & Sign, c'est une solution qui a été développée avec plusieurs partenaires. DocaPost, qui est une filiale du groupe La Poste, qui est le tiers de confiance agréé, qui va certifier et donner la valeur juridique légale et probante à tous les documents qui sont signés avec Sell & Sign. CDC Archineo, qui va en option intervenir en tant que tiers archiveur de ces contrats pour les conserver en bon état éternellement, presque. Et puis, tout ça a été labellisé avec les normes françaises ANSSI et les normes européennes ETSI. Et puis, c'est une solution French Tech, donc l'innovation au cœur de l'utilitaire. Alors, aujourd'hui, je sais qu'on a besoin d'être très précis sur la signature électronique, donc on va commencer par le commencement. La première question qu'on se pose toujours, c'est quelle est la valeur juridique de la signature électronique? Puisque je n'ai pas besoin de vous réexpliquer l'avantage de se passer du papier et de pouvoir faire signer avec les valeurs légales et probantes des documents même à distance, par mail ou en ligne. Donc, on sait pourquoi on veut le faire, sinon vous ne seriez pas là aussi nombreux aujourd'hui. Mais quelle est la valeur juridique et quelles sont les conditions pour qu'elle soit valable? On va regarder ça tout de suite. On va aussi regarder, c'est un challenge, qu'est-ce qu'un certificat? Quels sont les différents niveaux de sécurité qu'on trouve aujourd'hui pour la signature électronique? Comment est-ce qu'on peut classifier les différents niveaux de sécurité? Il y a des méthodes, je dirais, encore plus sécurisées, mais qui sont plus complexes à mettre en œuvre que d'autres. Donc, on va essayer de démêler tout ça. Et puis aussi, en pratique, comment vérifier la validité d'une signature si j'ai un document qui est signé électroniquement.
Est-ce que tout le monde est prêt? Je ne vous entends pas, hein, mais allons-y. Quelle est la valeur juridique de la signature électronique? Alors, commençons d'abord par analyser les textes légaux. On ne va pas se palucher tout le code civil. On va juste regarder deux articles qui nous intéressent. L'article 1316-1 qui dit en fait que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier. Donc ça, c'est l'article qui vient vraiment dire bah, tout ce que vous faites sur papier, vous pouvez le faire sous forme électronique. Il y a quelques exceptions dans la loi, mais elles sont très, très particulières et très rares. Ensuite, il y a un autre article, l'article 1367 du même code civil, qui dit que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Ça, on va regarder ça un peu plus dans le détail pour voir ce que ça veut dire. Mais donc, ce qu'on voit ici, c'est que la loi en France et en Europe maintenant, avec le règlement eIDAS qui généralise ça au niveau européen, dit qu'on peut faire des actes sous forme électronique aussi valables qu'en papier et que la signature électronique existe et qu'elle est valable. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas une signature électronique déjà? Donc, oubliez vos scanners et votre copier-coller de signature. Un document signé et scanné n'est pas une signature électronique. Hein. Donc, si vous faites ça, vous devez garder l'original et aussi vous assurer que tous les signataires signent l'original sous forme papier et le conserver sous forme papier. Ça sert juste en fait à le classifier, à le retrouver facilement pour travailler, mais le document qui fait foi devant la justice, c'est l'original papier, signé par tout le monde, le même. Ensuite, la signature scannée, copier-coller. Hein. Par exemple, là, j'ai pris la signature de Churchill, mais je ne peux pas pour autant signer un traité de paix juridiquement valable. En effet, si je copie-colle la signature de Churchill sur un traité de paix, ce n'est pas valable. Après, il y a aussi des Américains qui sont très imaginatifs, qui ont inventé la signature dactylographiée, où on choisit la police pour faire joli. Donc ça, au cas où vous en doutiez, évidemment, ce n'est pas une signature électronique juridiquement valable. Hein, donc, stop scanner, stop signature copier-coller, hein, faites pas comme Big Malion, hein, puisque la justice a été obligée de juger qu'il était impossible de savoir qui avait signé les devis émis par, enfin plutôt validés par les Républicains pour l'entreprise Big Malion, parce que c'était la signature scannée, copier-coller, et exit aussi les petites signatures qu'on fabrique avec une police pour faire joli. Donc, pourquoi ce n'est pas valable et qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit valable? Donc, la loi française et maintenant le règlement européen eIDAS disent la même chose. Ils disent que pour qu'une signature électronique soit valable, elle doit réunir trois conditions. Elle doit réunir, la condition de permettre l'identification du signataire. Ce n'est pas forcément la nécessité de l'authentifier absolument, mais c'est de savoir, quand on regarde l'acte signé, on doit être capable de dire c'est un tel qui est supposé l'avoir signé. Après, plus on met de preuves en allant jusqu'au certificat nominatif qualifié pour cette personne, plus on a de confiance dans ce lien. Mais ce qui compte, c'est d'abord, avant tout, de savoir qui est supposé avoir signé. Ensuite, il y a garantir le lien avec l'acte. Donc, c'est s'assurer que quand la personne signe, elle ait l'acte sous les yeux et qu'au moment où elle signe, on va figer le fait que c'est bien cet acte-là qu'elle a signé, sur lequel elle a donné son consentement et pas un autre. Et enfin, la troisième condition, c'est de garantir l'intégrité de l'acte, c'est-à-dire de pouvoir prouver que l'acte est bien exactement le même qu'il était que lorsque la personne l'a signé, Donc voilà, une fois qu'on a réuni ces trois conditions, tac, on a une signature électronique légale, juridiquement valable. Alors j'espère que c'est clair hein, là-dessus. Donc pour satisfaire ces trois conditions, nous on travaille avec un tiers de confiance de Caposte qui va effectuer trois opérations techniques. D'abord, il va signer numériquement les documents et les éléments d'identification du signataire avec des certificats électroniques agréés par l'État. Éventuellement, on peut même poser des certificats électroniques nominatifs au nom des signataires. C'est encore plus fort. Le problème, c'est que la plupart des signataires ne les ont pas. Donc, on va voir ça tout à l'heure avec les niveaux de signature. Ensuite, la deuxième opération, c'est de sceller et d'horodater le document et les pièces justificatives et les annexes. C'est-à-dire qu'on va les figer pour pouvoir s'assurer que c'est exactement les mêmes qu'on aura quand on va les regarder plus tard. Ça, il faut savoir que c'est comme parapher toutes les virgules, toutes les lettres du document. Hein. Vous vous rappelez, sur le papier, on paraphait les pages pour être sûr que quelqu'un n'allait pas intercaler une page différente. Et bien là, on scelle le document, ça veut dire qu'on ne peut vraiment plus rien modifier. Et enfin, on va, si on le souhaite, archiver légalement le document et les preuves selon la norme française qui concerne l'archivage légal.
Ça, ce n'est pas du tout obligatoire pour donner de la valeur à la signature électronique, c'est simplement une sécurité pour être sûr qu'on est capable de retrouver l'original électronique le jour où on a besoin de s'y référer. Voilà, ça c'est la logique du cadre juridique. Alors, faisons un zoom sur les certificats, hein, parce que c'est vraiment le point clé de ce cadre juridique. Les certificats, donc déjà tels qu'ils sont définis dans la loi en pratique, avec l'eIDAS. Donc, avec l'eIDAS dit que tous les pays européens peuvent désigner des autorités de certification qui sont chargées de contrôler l'identité des signataires pour créer des certificats à leur nom. Alors, après, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un certificat numérique. Mais l'idée, c'est que cette autorité, elle va contrôler l'identité d'une personne en face à face, et elle va donner au signataire une clé qui généralement est stockée sur une clé USB, par exemple, mais qui peut aussi maintenant de plus en plus être stockée en ligne, et qu'elle doit absolument conserver personnellement, qu'elle ne doit pas donner à qui que ce soit. Et puis, elle va donner un certificat qu'elle va rendre public. Donc, l'autorité rend public un certificat qui va permettre de vérifier ce qui a été signé avec la clé. Moi, je l'ai présenté ici comme une loupe avec laquelle, en regardant un document, si j'ai cette loupe-là, je vois le document, je le vois en vert parce qu'il a été signé par la bonne personne, alors que si le document a été signé par une autre personne, je le vois en rouge, en gros. On va voir ça tout à l'heure. Et donc, ce certificat, la loupe, c'est le certificat, eh bien, lui, il est public. Tout le monde peut le voir pour l'utiliser pour vérifier la signature, vérifier que la signature correspond bien à la clé de la personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rendre public? C'est qu'il y a une liste des autorités agréées eIDAS, et ensuite, chaque autorité va elle-même signer les certificats qu'elle produit pour leur donner leur valeur. Et donc, le certificat, en fait, il se retrouve dans le document signé, et puis il est signé par l'autorité lui-même, ce qui permet de s'assurer qu'il est valable. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'AATL, l'Adobe Authority Trust List. Donc, c'est une liste qui est faite par la société privée américaine Adobe qui a répertorié des autorités de certification auxquelles elle fait confiance. Mais pour l'instant, actuellement, ça ne veut pas dire que c'est valable juridiquement. Ça veut dire que c'est trusté par Adobe. Donc, en général, ceux qui sont valables juridiquement sont aussi trustés par Adobe, mais on peut très bien avoir des acteurs américains qui sont trustés par Adobe et qui ne sont pas pour autant agréés en Europe. On va revenir aussi là-dessus. Alors, là, je me lance, hein, preuve que je ne vous prends pas pour des nuls, je vais me risquer à un exercice où beaucoup se sont cassés les dents, essayer d'expliquer ce que c'est qu'un certificat numérique. Là, j'ai dit certificat de signature électronique, mais on devrait dire certificat numérique. Un certificat, c'est un fichier numérique, qu'en l'occurrence, on va trouver dans le document signé, qui permet d'identifier le possesseur d'une clé qui, elle, est personnelle. Donc, la fameuse clé qu'on a donnée à la dame tout à l'heure, elle est personnelle, et le certificat, il permet de vérifier que c'est bien avec cette clé-là que l'information que je regarde a été chiffrée. Donc, le certificat, il permet de déchiffrer l'information et de vérifier que c'est bien la personne désignée dans le certificat qui a chiffré l'information avec sa clé. Comme elle est censée être la seule à avoir cette clé, on peut savoir que c'est cette personne-là. Donc, personne d'autre ne peut chiffrer de manière compatible avec le certificat de la personne. Seulement cette personne. J'ai essayé d'illustrer ça là. Imaginons par exemple, j'ai deux personnes. Moi, j'ai une clé comme ça, puis Sébastien, mon associé, qui a une clé comme ci. Donc, si moi, je chiffre un message qui donne Catlo, par exemple, qui est là, c'est un message chiffré, et Sébastien aussi avec sa clé, ben, si je prends le certificat d'Alex, c'est-à-dire mon certificat à moi, et que je regarde ce message avec cette loupe, ben, ça me montre quel était le message à l'origine, c'était merci. C'est-à-dire que j'ai pris merci, je l'ai chiffré, ça a donné 4 lots, et avec la loupe, comme c'est la bonne loupe, qui correspond à la personne qui a chiffré le message, je vois merci, c'est bon, c'est vert. Tandis que si je prends la même loupe, c'est-à-dire la mienne, mon certificat, pour essayer de déchiffrer le message de Seb, ben, j'arrive pas. C'est-à-dire que ça va me donner n'importe quoi. Donc, de cette manière-là, je peux savoir que c'est bien Alex qui a chiffré ou pas le document. En plus, comme j'ai sa photo sur la loupe, je sais qui je suis supposé contrôler. Et cette loupe, hein, on le rappelle, elle est disponible publiquement. C'est un peu schématique, les experts me diront que je fais des imprécisions, mais ils comprendront aussi que ce n'est pas facile de vulgariser ce concept. Alors que si je prends, là, avec la clé de Seb, la loupe de Seb, le certificat de Seb, ben là, j'arrive aussi au résultat « Merci », qui était le message d'origine. D'accord?
Donc, si je résume, hein, quand Alex chiffre un message, si je prends le certificat d'Alex, j'arrive à vérifier que c'est bien lui qui a chiffré le message, et en l'occurrence même à le déchiffrer. Si Seb chiffre le message et que je prends la loupe d'Alex, j'arrive pas à déchiffrer le message. Donc je sais que ce n'est pas Alex qui a fait le message. Je sais pas forcément que c'est Seb, mais je sais que c'est pas Alex. Et quand Seb a chiffré un message et que je prends la loupe, donc le certificat de Seb, j'arrive à déchiffrer le message. Donc je sais que c'est lui qui a chiffré le message. Voilà. Ça, c'est les principes cryptographiques qui sont sous-jacents au certificat de signature électronique. Hein, après, tout ça est évidemment beaucoup plus simple à l'usage, comme on va le voir, que ce qu'on a ici. Ça, c'est vraiment les fondements théoriques. Donc, une fois que j'ai un certificat, un document signé électroniquement, est-ce que je suis obligé d'avoir une loupe comme on vient de l'illustrer? Non, en fait. Hein, on va prendre un document signé électroniquement, c'est un PDF. Et donc, ce PDF, je vais l'ouvrir avec l'outil standard pour les PDF qui s'appelle Adobe Acrobat Reader. Ça, il change de nom tous les 2-3 mois, mais je crois qu'actuellement, c'est ça. Et ensuite, quand on l'ouvre, il y a un bandeau qui apparaît ici qui dit « C'est bon, ce document a été signé et les signatures sont valides ». Et ensuite, je peux cliquer pour aller voir le détail des certificats qu'il contient. Donc déjà, il faut avoir ce bandeau. Si j'ai ce bandeau-là, ça veut dire que je suis dans la liste Adobe. Donc c'est nécessaire, mais pas suffisant. Si j'ai ce bandeau, je peux continuer mon analyse. Si je ne l'ai pas, déjà, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, puisque déjà, j'ai un problème à ce niveau-là. Ensuite, en plus, étant donné que je suis en France et en Europe, j'ai besoin d'aller vérifier que les certificats qui sont dans le document sont ceux des personnes que je pense et sont… Donc, si la loupe donne du rouge, Adobe va devenir rouge ici, hein, déjà. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. C'est-à-dire qu'il va vérifier que c'est bien les personnes qui sont désignées dans les certificats qui ont mis les signatures dans le document. Sinon, ça devient rouge. Là, c'est vert. Et ensuite, je vais aller vérifier est-ce que les certificats sont bien d'une autorité de certification qui a été agréée par l'État. Donc là, on a une liste, par exemple, de LSTI, qui est l'organisme de certification ici en France, qui a fait la liste de tous les tiers de confiance qui sont agréés vis-à-vis de l'eIDAS, le règlement européen. Et donc ici, on va retrouver, par exemple, nous, les certificats qu'on utilise, qui sont du Prime CA de Certinomis. Donc là, je sais que j'ai un certificat de qualité EN 319-411-2 QCP. Voilà. Donc, je résume, j'ouvre le document dans Adobe. Déjà, Adobe fait une première vérification pour me dire c'est bon, il est signé, tout est valable. Et en plus, c'est une autorité que moi, j'estime valable. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et ensuite, je vérifie quand même avec ce numéro-là, que dans le document, je vais trouver le numéro du certificat, en gros. Hein. Eh bien, je vais retrouver dans la liste des agréments eIDAS ce numéro-là pour voir s'il est effectivement agréé. Tout simplement. C'est peut-être pas si simple que ça, mais enfin, le mieux, c'est encore d'utiliser CLNSign, comme ça, vous êtes sûr. Donc là, je vais aller un peu plus loin encore. Décidément, je ne prends pas pour des nuls du tout. Essayer de démêler un peu les niveaux de signature électronique, puisque le règlement eIDAS a introduit des notions de niveau, signature avancée, signature qualifiée, et il y a aussi des usages. Donc, j'essaie de démêler ça dans ce tableau. D'abord, on a ce qu'on appelle la signature simple, c'est en gros tout le reste. Donc, la signature copier-coller de Big Malion, les signatures des outils américains qui posent des certificats à la volée pas valables. Donc tout ça, en gros, il n'y a pas de normes ETSI qui sont suivies. On ne fait aucun contrôle sur l'identité du signataire, hein, parce que n'importe qui peut taper mon nom et choisir la police, par exemple, hein, ou copier-coller ma signature. L'avantage, c'est que c'est instantané, c'est-à-dire que quelqu'un peut signer tout de suite. Donc il n'y a pas d'exigence de certificat, il n'y a même pas forcément de certificat. Il n'y a pas d'exigence de redatage. La valeur juridique est faible, voire très faible. Là, une méfiance, parce que la jurisprudence est négative, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas de jurisprudence où des documents qui ont été signés de cette façon-là ont été rejetés en cas de litige. Quand l'utiliser, donc ça c'est mon conseil personnel, je dirais jamais, sauf si vous ne voulez pas signer quelque chose, hein, ça arrive aussi. Enfin, moi, quand c'est un fournisseur qui me fait signer, qui accepte ce genre de choses, bah, je fais comme ça, parce que d'abord déjà ça me fait gagner du temps, et puis en plus on se rend. Deuxième niveau, là qui est défini par l'eIDAS, c'est la signature avancée. Donc là, on a une norme qui est EN 319-411, soit LCP, soit QCP. Donc lightweight, ça veut dire light, en gros, hein, les certificats light ou les certificats qualifiés. Donc là, il faut que l'identité soit contrôlée par une autorité agréée. Comme c'est très nouveau, il y a encore un débat d'experts sur est-ce que ça doit être en face à face ou est-ce que ça peut être sur pièce justificative. Ce débat n'est pas tranché, donc il y en a qui vous diront que ça peut être sur pièce justificative à distance, d'autres qui vont dire que ça va être en face à face. Comme il n'y a pas de jurisprudence, on ne sait pas la réponse.
sachant que c'est facile. Enfin, imaginons que j'ai un locataire, donc comme c'est mon locataire, j'ai sa pièce d'identité, donc du coup, je pourrais signer n'importe quel acte parce que j'ai sa pièce d'identité si c'était juste sur pièce justificative, donc c'est un peu léger quand même, c'est discutable. Donc ce contrôle, il peut avoir un délai. En pratique, on observe un délai d'environ 24 heures s'il s'agit vraiment d'un contrôle en face à face, même à distance. Si c'est sur pièce justificative, ça peut être plus court, mais voilà, comme j'ai dit, c'est un peu discutable. Le certificat doit être qualifié LCP ou QCP au nom du signataire. C'est-à-dire que l'autorité contrôle l'identité du signataire, lui donne un certificat qui n'est pas forcément physique, hein, qui peut être dans le cloud, au nom de cette personne. Le niveau de redatage n'a pas d'importance. La valeur juridique de cette méthode est forte, même s'il n'y a eu aucune jurisprudence, donc il y a quand même un flou sur est-ce qu'on contrôle ou pas l'identité en face à face. Quand l'utiliser, moi, mon conseil, c'est de l'utiliser quand l'enjeu du contrat et le risque de fraude à l'identité sont élevés, les deux en même temps. Par exemple, un contrat d'assurance décès, c'est-à-dire que dans ces conditions-là, il est assez facile pour madame de signer en se faisant passer pour monsieur, qui, comme par hasard, tombe dans l'escalier la semaine d'après. Alors évidemment, si on accepte le contrôle sur pièce justificative, du coup, on ne devrait pas signer non plus ce type de contrat avec cette méthode-là, puisque madame a accès au papier d'identité de monsieur. Donc c'est pour ça que c'est fragile. Hein. Un gros ordre financier aussi, imaginons un ordre de virement de 3 millions d'euros sur un compte aux Bahamas. Ça, il vaut mieux s'assurer de l'identité du signataire le plus possible, ou des PV de décision, hein, pour des grosses décisions d'entreprise, ça peut être critique. Ensuite, il y a un niveau qu'on a nommé ici la signature certifiée, qui est le niveau qui est le plus utilisé en pratique. C'est 99% de la signature électronique aujourd'hui, qui utilise des certificats soit lightweight, soit qualified, mais nous on utilise des certificats qualifiés, des certificats forts. Avec l'identité du signataire, là, on va soit la déclarer sur le justificatif, donc il n'y a même pas de contrôle, ou la contrôler par un code SMS sur mobile, hein, un code qui est envoyé par SMS sur le mobile. Donc en gros, on va collecter le plus possible de preuves d'identité avec un SMS, avec les justificatifs et avec d'autres éléments, les coordonnées GPS de l'endroit où on se trouve quand on signe, par exemple, des choses comme ça. Et on va les stocker dans un dossier de preuves qui est certifié en même temps que le contrat. L'avantage de faire ça, c'est que du coup, on arrive à être aussi instantané que dans le cas de la signature simple, tout en ayant un dossier de preuves solide. Et donc là, ce dossier de preuves et le contrat vont être certifiés par un certificat soit de signature, soit un cachet, qualifié QCP, donc le plus haut niveau de certification, mais non pas au nom du signataire, mais au nom du tiers de confiance. Donc on va dire que c'est ce tiers de confiance-là qui a collecté ces preuves, qui a signé le document pour le signataire, avec ses preuves que c'est bien lui. Un niveau de redatage importe peu, un redatage simple suffit. La valeur juridique est forte, hein, la signature certifiée, c'est quelque chose qui est déjà usité, même avant l'EIDAS, depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de jurisprudence qui a été faite, y compris jusqu'à la Cour de cassation. Donc c'est tout à fait valable. Donc quand l'utiliser, en fait, dans la plupart des cas, hein, c'est-à-dire quand il faut combiner fiabilité et rapidité. J'ai besoin d'être rapide, je ne peux pas me permettre d'avoir un agent qui va contrôler l'identité de mon signataire avant qu'il puisse signer. Et je veux quand même avoir un certain niveau de fiabilité. Je ne veux pas que n'importe qui puisse signer n'importe quoi, n'importe comment. Et donc là, les exemples de contrats, tout ce qui est contrat de vente, de prestation, contrat d'abonnement, aussi en ressources humaines, tout ce qui est contrat de travail, avenant pour les salariés, des choses comme ça. Et puis, la signature qualifiée, donc là, c'est l'EIDAS qui définit ce niveau-là. Avec deux normes qui sont ici. Donc là, on a une identité de signataire qui est contrôlée en face à face par une autorité agréée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un agent agréé, assermenté, qui contrôle l'identité de la personne de visu, en vrai, c'est-à-dire même pas en conf call, en vrai, et lui remettre à ce moment-là le certificat à son nom sur support physique, physiquement. C'est-à-dire qu'elle doit lui remettre un objet qui comporte la fameuse clé, la clé de signature. Hein, donc c'est un niveau de certificat de signature qualifié du plus haut niveau QCP, comme dans le cas précédent, mais au nom du signataire et sur support physique. Là, on va aussi exiger un niveau de redatage qualifié. Et là, on a une valeur juridique qui est très forte. C'est-à-dire qu'on a une valeur juridique, on a ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que s'il y a un litige, c'est à moi de prouver que ce n'est pas lui qui a signé et non pas l'inverse. Et une jurisprudence qui est positive,
bien que rare. Et donc voilà, et quand l'utiliser, ben, c'est tellement lourd, c'est-à-dire c'est assez coûteux quand même d'obtenir ces certificats. Ça prend au moins une semaine et encore, je pense que je suis plutôt optimiste. Donc c'est plutôt utilisé aujourd'hui quand la législation l'exige. Par exemple les actes notariés, si vous allez chez le notaire, quand le notaire signe, lui, il a un certificat comme ça. Là, un appel d'offres, donc là, vous connaissez la législation sur les appels d'offres, où l'entreprise est obligée d'avoir un certificat de signature électronique qualifié pour signer les appels d'offres qu'elle remet quand c'est des appels d'offres publics. Puis aussi des services publics comme le greffe, il y a plusieurs services publics qui exigent des certificats comme ça. Voilà, donc ça c'est la signature qualifiée, donc c'est plutôt pour des cas particuliers où on est obligé de faire ça, c'est très très rare. Voilà. Voilà, je sais pas si moi j'ai eu du mal à démêler tout ça, ça m'a pris des semaines et des semaines pour construire ce tableau, donc j'espère qu'il vous sera utile pour essayer d'y comprendre un peu mieux sur les niveaux de signature électronique. Donc nous on travaille avec DocaPost, filiale du groupe La Poste, 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour fournir ces certificats de signature électronique et les poser dans les documents. C'est eux le tiers de confiance qui est utilisé dans Sell & Sign. Et avec Sell & Sign, on offre en plus une garantie juridique de validité des signatures électroniques. C'est-à-dire qu'on a une protection juridique qui s'active si quelqu'un remet en cause la validité de la signature électronique. On va payer les frais de justice avec notre partenaire Generali. On a aussi une assurance usurpation d'identité Sell & Sign, c'est-à-dire qu'on est protégé en cas d'usurpation de l'identité de la personne qui utilise le produit. Et puis, on a un service gratuit de conseil juridique Sell & Sign offert par les avocats de Generali, une sorte de hotline juridique pour que nos clients puissent appeler et dire bah, j'ai tel type de contrat, j'ai une caution d'appartement, est-ce que je peux la faire signer avec Sell & Sign? Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est inclus gratuitement avec toutes les signatures Sell & Sign. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous expliquer sur les certificats, sur le tableau, l'EIDAS, les autorités de certification, les agréments de l'État et l'article 1367 du Code civil, c'est compliqué. Donc nous, on s'est dit, nos clients, ils n'ont peut-être pas le temps et le courage d'aller vérifier tout ça à la main. Donc on l'a fait vérifier par nos partenaires et maintenant, on le garantit directement. C'est plus simple. Voilà. Bon. J'espère que vous êtes encore là. C'est pas facile de parler de la théorie et de la valeur juridique des signatures électroniques. J'espère que j'ai pu être relativement clair sur l'état de l'art en ce qui est de la signature électronique en Europe. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Je vous encourage à continuer à poser des questions pour que je puisse être en phase avec vous. Oups, je me suis trompé. Pour que je puisse être en phase avec vous à la fin. Essayons pas de nous bloquer là-dessus pour l'instant. On va essayer de voir maintenant en pratique, parce que tout ça, c'est un peu théorique, c'est complexe. Bon, on a vu qu'in fine, c'est complexe, mais de toute façon, on a fait tout le boulot pour vous. On vous garantit la valeur juridique avec Generali. Ça, c'est bien. Maintenant, la question, c'est comment faire signer un contrat à valeur légale et probante, en vrai, et combien ça coûte. Donc là, pour le faire signer, c'est facile. Vous utilisez Sell & Sign. L'avantage de Sell & Sign, c'est qu'on peut signer des contrats électroniquement à distance, typiquement par mail. Je crée un contrat à mon bureau, je l'envoie dans Sell & Sign et Sell & Sign envoie un mail à tous les signataires avec un bouton qu'ils peuvent cliquer pour venir signer le contrat. Et là, on va utiliser la technique du code SMS dont j'ai parlé tout à l'heure pour renforcer les preuves que l'on a de l'identité du signataire. On a également la possibilité de faire signer des contrats en face-à-face avec Sell & Sign. Typiquement sur une tablette, sur un smartphone, mais aussi pourquoi pas sur un ordinateur où on est côte à côte, plutôt que face-à-face du coup. Là, on va pouvoir présenter une offre, la configurer, avoir le contrat et le signer directement sur l'écran si c'est un écran tactile ou de nouveau par un code SMS si c'est un ordinateur. Et puis, on peut également faire de la signature en ligne avec Sell & Sign. C'est-à-dire, je peux très bien avoir un site web sur lequel les clients vont directement souscrire à une offre et se signer eux-mêmes, en quelque sorte. Donc, à distance ou en face à face, il y a un commercial, il y a quelqu'un qui fait signer le signataire. En ligne, c'est du self-service sur un site web ou un extranet. Et avec Sell & Sign, l'avantage, c'est que tout ça est multiplateforme. C'est-à-dire, dès le moment où vous avez mis votre contrat dans Sell & Sign, vous pouvez le signer avec votre iPad, avec votre iPhone, avec votre tablette Android, avec votre PC Windows, même s'il n'y a pas de réseau, ou en web. Et puis, ça vient avec des connecteurs pour certains outils métiers, comme des CRM ou des outils dans l'immobilier, par exemple.
Et puis des API, c'est-à-dire des interfaces qui permettent de facilement interfacer ce système-là avec des systèmes métiers internes. Soit pour envoyer les contrats en signature automatiquement, soit aussi pour réceptionner les contrats une fois signés, ainsi que la data qui est dedans. Ça, c'est la grande force de Selensign, c'est de bien soigner la data qui est dans les contrats. Avec Selensign, les contrats deviennent data. Alors, quelques exemples. Un exemple, par exemple, dans l'assurance. Donc là, on est sur un réseau de courtiers qui utilisent pour construire des contrats de santé collective Selensign, dans lequel il y a un parcours. Vous voyez, cet écran-là, c'est quand même mieux que les plaquettes où il y a des tableaux à n'en plus finir. Là, je sélectionne les différents niveaux de couverture que je veux pour mes salariés et ça me calcule automatiquement les tarifs en fonction des choix que j'ai faits. Et, il y a des explications, etc. Donc, le courtier, il peut utiliser ça pour aider le client à choisir les protections qu'il souhaite donner à ses salariés. Et puis, en dynamique, ça calcule les tarifs. Et à la fin, ça génère le contrat, ça génère la notice à destination des salariés, ça génère éventuellement un contrat de surcomplémentaire qui va être associé au contrat. Et on peut signer tout ça directement sur la tablette. L'avantage, c'est qu'au siège, du coup, tous les contrats signés de tous les courtiers remontent automatiquement et sont automatiquement intégrés avec leur data dans le système d'information de la compagnie d'assurance. Un exemple. Un autre exemple, c'est l'immobilier. Ça, je vais vous le montrer en démo dans un instant. Par exemple, un mandat de vente, de mise en vente exclusif. Je suis agent immobilier, je viens voir une maison que le propriétaire veut vendre. Eh bien, je peux, avec lui, construire le mandat pour définir à quel prix on va la vendre, quelle publicité on va faire, etc. Ou bien on peut faire un état des lieux aussi, pourquoi pas. C'est-à-dire donner un nombre de pièces, puis automatiquement, ça va, pour chaque pièce, permettre de définir quel est l'état des différents points, prendre des photos, et ça va générer l'état des lieux, compléter avec les photos pour le signer sur la tablette. Un autre exemple, c'est les labos, donc j'en parlais tout à l'heure. Là, c'est des parcours en général très simples. En gros, le pharmacien, il a le choix entre faire tel marketing, tel merchandising, par exemple mettre 2 étagères de tel produit pour avoir telle remise, ou bien mettre un peu plus de marketing dans la pharmacie pour avoir un peu plus de remise. Et puis il choisit, et puis ça génère le contrat qui correspond, il signe, et au siège du labo, on retrouve automatiquement tous les contrats qui sont signés par les différentes pharmacies. La distribution, là, donc on va avoir typiquement des commerciaux ou des agents d'entretien, enfin des agents techniques sur le terrain qui vont faire signer donc soit des contrats, soit des bons de livraison, des PV de réception ou des états des lieux, des choses comme ça sur le terrain. Et au siège, on va agréger toutes ces informations. Les RH aussi, donc là, je vais vous montrer ça aussi comme exemple tout à l'heure. On va pouvoir créer un contrat de travail, un smart contrat de travail, dans lequel on va insérer des balises pour dire là je veux le nom, là je veux le prénom, là je voudrais la signature du salarié, là je voudrais la signature du DRH. Et du coup, on va pouvoir utiliser ce modèle-là systématiquement depuis Word ou depuis son traitement de texte. Ce qui est intéressant, là maintenant, on vient de sortir ça, on a une campagne de publi-signature. Donc si on a un avenant à faire signer à toute la force de travail ou toute la force commerciale, si c'est des plans de commissionnement par exemple, et on va pouvoir faire une campagne de publi-signature pour faire parvenir l'avenant à tous les salariés automatiquement, pour qu'ils le signent. Voilà, j'espère que je suis assez clair sur ces cas d'usage. Comme on est assez nombreux aujourd'hui et que vous êtes de tous les secteurs, j'ai essayé de donner quelques exemples représentatifs. Puis maintenant, je vais faire des démos qui seront, je dirais, les plus faciles à comprendre pour tout le monde, parce que je n'arrive pas à faire tous les exemples de tous les secteurs dont vous faites partie aujourd'hui. Alors, j'ouvre Selensign. Je vais commencer par le CDI, le Smart CDI. D'abord, je vais me déconnecter pour vous montrer comment ça se passe. Donc, au départ, j'arrive sur l'accueil de Selensign, donc je peux saisir mon mot de passe et me loguer. Ça marche aussi en français, c'est comme mon système est en anglais, il se met en anglais, mais vous voyez qu'une fois que je suis logué, il sait que je parle français, il se met en français. Là, j'arrive sur mon back-office. Donc, le back-office, c'est l'endroit où je vais pouvoir piloter toute l'activité contractuelle de mon entreprise. Tous les contrats en cours, c'est-à-dire des contrats qu'on a commencé à préparer, à envoyer, mais qui n'ont pas encore été signés par tout le monde. Des contrats signés par les clients qu'il faut que je valide ou pas. Les contrats validés qui ensuite sont archivés, ou bien les contrats abandonnés. Tous mes contrats sont là. Et si je veux faire signer un nouveau contrat de travail, je fais une nouvelle transaction.
Et là, j'arrive dans le front office, c'est-à-dire c'est l'outil pour les gens qui font signer les contrats. Donc, ils n'ont pas forcément accès au back-office qu'on vient de voir, hein, ils peuvent ou non avoir accès. Donc là, je vais retrouver mon salarié typiquement dans mon système de RH, si je l'ai déjà enregistré, ou je vais pouvoir le saisir dans Selenium directement, il se retrouvera automatiquement dans mon système de RH une fois qu'il aura signé. Donc là, vous voyez, on peut configurer quelle est la fiche dont on a besoin pour les signataires, hein, quels sont les champs dont on a besoin, qui sont obligatoires ou pas. On fait suivant. Donc, la logique de Selenium, c'est précédent-suivant. C'est aussi pour les nuls un petit peu. Hein. C'est notre credo. Maintenant, bon là, je reviendrai sur les autres icônes. J'ai l'icône faire signer un document PDF. C'est ça que je vais utiliser puisque mon contrat, il est dans Word et je vais le transformer en PDF. Je fais une nouvelle transaction. Là, c'est parce que j'ai fait plein de démos déjà. Et là, on me dit, bah, merci de glisser, déposer le PDF à faire signer. Donc moi, je vais aller chercher sur mon ordinateur mon fameux contrat de travail. D'abord, je vais l'ouvrir pour vous le montrer avant de le glisser et le déposer. Il est là. Donc voilà, je le vois ici, c'est un contrat de travail. Et vous voyez que j'ai le nom de la société, etc. Et puis, au lieu de mettre le nom du salarié dans Word, j'ai mis des champs qu'on appelle des smart codes qui font que ça va être rempli automatiquement. Comme ça, je peux utiliser le même pour plusieurs salariés et chaque contrat sera automatiquement rempli avec les coordonnées du salarié. Évidemment, je peux aussi remplir dans Word et puis mettre un truc déjà tout fini hein, dans Selenium. Ça, c'est un moyen de gagner encore plus de temps. Après, en plus, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi mettre des champs spécifiques à ce que je fais. Par exemple, là, j'ai un smart code diplôme pour pouvoir saisir les diplômes de mon salarié. Je peux mettre les fonctions, l'échelon, le coefficient. Donc, vous voyez que c'est tout bête. Hein. Je mets crochet, la data, la donnée que je veux, crochet. Crochet, la donnée que je veux, crochet. OK? Donc, une fois que j'ai fait ça dans Word et que je le transforme en PDF, je le glisse et je le dépose. Vous voyez, là, avec ma souris, je le dépose, mon smartcdi.pdf, dans Selenium. Et là, il le décode et il dit, ah bah tiens, nom, prénom, je connais, machin, je connais. Par contre, pour ce salarié-là, je ne connais pas la nationalité. Donc, on va le saisir ici, par exemple. Ah, je ne connais pas non plus le numéro de sécurité sociale. On peut mettre des contrôles, d'ailleurs. La date d'embauche, ça, je ne connais pas non plus, tiens. Ben, alors, je la demande. Donc, vous voyez, Selenium, tout ce qu'il ne connaît pas, il demande. Le reste, il remplit tout seul. Les échelons, je n'y connais rien. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui vont rigoler. Voilà. Donc là, je mets mes datas. Évidemment, le contrat pourrait être tout rempli, auquel cas, je n'aurais pas cet écran-là. Hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Et là, hop, il se remplit du coup. Donc, les prénoms, noms, tout ça, il connaissait déjà. Et puis, le numéro de sécu que je viens de saisir, il le met ici. La nationalité que je n'avais pas dans la base, il la met ici. Et après, il la garde. Hein. Ingénieur EPFL, le diplôme, il le met ici. Échelon, etc. Vous voyez, les smart codes, ça permet de créer des variables, des datas dans vos contrats qui vont pouvoir être remplis automatiquement. Autre chose intéressante avec les smart codes, c'est que c'est là qu'avec les smart codes, je vais pouvoir dire où sont mes pavés de signature, c'est-à-dire où est-ce que je vais afficher les signatures des signataires. Vous voyez, si je mets ça, ça est la signature de l'utilisateur ou de la société, de ma société. Et c'est signe 1.signature, c'est la signature de mon premier signataire du contrat. Je peux avoir autant de signataires que je veux. Hein. Ça, c'est un saut de confiance. C'est pour donner confiance dans le contrat. On va avoir un saut du tiers de confiance de signature électronique qui vient dire quel est le numéro de la transaction et qu'elle est bien valable juridiquement. OK, donc vous voyez, ça, c'est un smart contrat de travail. Vous voyez cette petite case aussi ici, ça permet de rendre disponible ce contrat en mode déconnecté sur mon téléphone ou sur ma tablette, par exemple. C'est-à-dire que je vais être capable, si je coche cette case, de retrouver ce contrat sur mon iPad, à l'accueil, par exemple, pour le faire signer au salarié s'il vient physiquement au bureau. Même s'il n'y a pas de réseau. Hein. Voilà, ensuite, je fais suivant. Là, je peux mettre des annexes au contrat. Donc, par exemple, je peux mettre la pièce d'identité de mon salarié qui me rejoint, son RIB, sa carte vitale, et ainsi de suite. Ça peut aussi être demandé au signataire. Quand c'est une signature à distance, on peut cocher une case pour dire que c'est demandé au signataire. Suivant. Là, je vais dire qui sont les signataires. Donc là, il ne sait pas forcément que c'est un contrat de travail, puisque j'ai dit n'importe quel PDF. Hein, donc, il ne sait pas qu'il y a un seul signataire, etc. Donc, il me dit, bah voilà, qui sont les signataires.
Moi, je vais dire, bah, il n'y a qu'un seul signataire qui est mon nouveau salarié, qui va signer à distance. Vous voyez, je peux mettre en mode mix, ça fait que je peux mettre des signataires en face à face qui signent sur tablette, des signataires en face à face qui signent par code SMS et des signataires en distance par mail. Voilà, j'ai un seul signataire, il signe à distance. Créer une liasse, ça me permet de signer plusieurs contrats en un seul coup. Donc, si je clique ici, je vais pouvoir rajouter d'autres documents pour les signer en même temps. Mais là, je ne veux pas, et je fais suivant. Donc là, il m'affiche le contrat une dernière fois pour s'assurer que je n'envoie pas n'importe quoi à mon salarié. Je peux personnaliser le message. Cher Alex, nous avons hâte de vous accueillir. Vous êtes signataire du contrat 6 juin pour Kalinda. Donc ça, c'est le nom de la société qui utilise le produit. Et je peux envoyer. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Hein. Ce qu'on essaye de faire avec Silent5, c'est qu'il y ait le moins de boutons possible à chaque fois. Évidemment, c'est quand je dis ça qu'il y en a 10 qui apparaissent. Mais voilà, c'est le plus facile possible. Maintenant, je vais aller sur ma boîte mail. Là, je suis le salarié maintenant. Donc, en tant que salarié, je reçois dans mon mail un... Il faut que je me mette dans la bonne boîte. Pas rapide. Voilà, donc je reçois un mail de la part de la société. Cher Alex, nous avons hâte de vous accueillir, vous êtes signataire du contrat, etc. Et j'ai un bouton lire et signer le document. Quand je clique sur ce bouton lire et signer le document, là on rentre dans l'espace sécurisé de Silent5. Bon, là on est sur une plateforme de démonstration ici, hein, mais c'est le même principe. Et là on va afficher le contrat au signataire dans cet espace sécurisé et obtenir son consentement pour poser un certificat qualifié au nom du tiers de confiance, mais qui vient accréditer le fait qu'on a effectué un certain nombre de contrôles et qu'on a fait signer ce contrat à cette personne-là. Donc vous voyez, je peux voir les annexes aussi. Je peux refuser de signer et je peux signer. Quand je clique signer, on me dit que je vais recevoir un code SMS avec le code à usage unique, un message SMS. Donc là, je sors mon téléphone et je reçois effectivement un code SMS, je ne sais pas si on voit, qui est le 512-100. Je dois ressaisir, sur le même écran où il y a le contrat, je dois ressaisir ce code, dire que j'ai lu et que j'accepte les termes du contrat pour signer. Voilà. On me dit, ça y est, c'est signé avec succès. Maintenant, si on retourne dans le back-office, donc là, maintenant, je suis de nouveau au RH. Je pense qu'il va falloir que je me reconnecte, puisque comme je me suis connecté avec le signataire en même temps sur le même ordinateur, il ne sait plus qui je suis. Voilà. Contrat à valider, vous voyez, il y a 6 minutes, que j'ai mon représentant, c'est-à-dire mon commercial, par exemple, si c'est des contrats de vente, ou mon assistant RH, par exemple, qui a envoyé ce contrat à M. Mermot de la société Kalinda. C'est un modèle de contrat, c'est un document PDF quelconque, qui s'appelait smartcdi.pdf. Je vois qu'il y avait quand même de la data dedans, hein, c'est les fameux smart codes. Donc là, je peux les utiliser directement pour configurer la rémunération du salarié, par exemple, ou configurer mon système de RH. Je peux aller voir ce contrat, je vois qu'il est signé, hein, il est à valider. Donc, c'est-à-dire que le signataire a signé et moi, je dois le valider pour qu'il rentre en vigueur d'un point de vue juridique. Donc, j'ai le fameux contrat. Si je descends là où j'ai mis mon smart code de signature, je vois qu'effectivement, vous voyez, on visualise le certificat sous cette forme-là. On va voir après qu'il est plus détaillé que cela. Je vois aussi les annexes, qui sont les contractants, est-ce qu'ils ont signé et quand, quelles sont les options dans ce contrat, et je peux le valider. Voilà, donc là, en validant, on va sceller, horodater, contresigner le contrat et le renvoyer au signataire aussi. Hein. C'est une obligation légale de fournir un original électronique du document signé électroniquement.
Maintenant, je clique sur télécharger le document signé. Et là, je vais l'ouvrir dans Adobe Reader pour vous montrer en pratique ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je vois qu'il a ce fameux bandeau bleu quand je l'ouvre dans Adobe Reader qui dit qu'il est certifié par DocaPost. Donc là, c'est une plateforme de test, hein, mais il est signé, toutes les signatures sont valides. Quand je clique sur Signature Panel, là, je vois qui sont les signataires et je peux retrouver le certificat de chaque signataire. Donc, c'est ici que je vais trouver le numéro. C'est pas le plus facile d'accès, vous me direz. Il est où? Enfin, il y a quelque part le numéro de la politique de certification qui permet de vérifier s'il est signé par l'EIDAS. Il y a sur notre site une page qui explique où c'est, parce que là, je ne le retrouve plus et qu'on n'a plus le temps. Voilà. Ensuite, quand je vais voir, donc là, je vois qu'il est signé par le salarié, contre-signé par l'entreprise. Et puis, j'ai aussi le sceau du tiers de confiance ici. Parce que j'avais mis le smart code sceau du tiers de confiance dans le document, donc il se met à l'endroit prévu. Voilà, donc là, j'ai les 3 signatures qui sont visibles. Et quand je mets ma souris, on me dit si elles sont valides ou pas. Donc là, c'est en gros, que fait le logiciel? Il met la loupe de la personne au-dessus de la signature et il regarde si c'est rouge ou vert et il dit c'est vert. Ça, c'est pour l'exemple d'un contrat que je rédige dans Word et que je fais signer à distance. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple qui est l'exemple d'un contrat qu'on va intégrer dans Sign sous forme d'un parcours de signature avec un modèle de contrat type et qu'on va pouvoir ensuite faire signer, par exemple, sur tablette. Donc là, je vais faire un exemple pour sur tablette. Donc, imaginons que j'ai des agents immobiliers qui ont des tablettes avec ces modèles de contrat qui sont prévus, et donc ils peuvent créer ou trouver dans leur base, même quand il n'y a pas de réseau, les clients, faire suivant. Et là, ils vont pouvoir choisir un modèle de contrat. Par exemple, imaginons que je veux faire signer un mandat de vente exclusif. Donc, je clique dessus, je crée une nouvelle transaction. Et donc là, je suis par exemple chez le propriétaire qui veut vendre sa maison. Donc, je peux aussi prendre des photos, des choses comme ça. Et je vais avoir un parcours qui permet de collecter toute la data qui est importante dans ce contrat et aussi de générer le contrat à partir du modèle type pour pouvoir le faire signer. Donc, je vais mettre un numéro de mandat. On a aussi des outils qui peuvent générer automatiquement les numéros de mandat par rapport au registre des mandats. Ensuite, là, j'ai les informations supplémentaires sur les mandants. Est-ce que j'ai un ou deux mandants? Donc, vous voyez, ce n'est pas un simple formulaire un peu rébarbatif, c'est vraiment un outil numérique interactif. C'est-à-dire, si j'ai 2 mandants, hop, il me rajoute les coordonnées du mandant 2 ici. Alors, si j'ai un mandant, j'ai que le mandant 1 ici. Hein, tout simplement. Là, je peux mettre sa pièce d'identité. Voilà, vous voyez, ça crée un petit dossier où j'ai toutes les pièces qui peuvent être contrôlées d'ailleurs automatiquement par rapport à leur piste MRZ, etc. La situation maritale. Ensuite, quel est le bien que vous voulez vendre, monsieur? Ben, je veux vendre ma maison. Voilà. Elle est à la rue, ville, numéro de cadastre. C'est une belle maison 2 étages. Suivant. À quel prix on va vendre cette maison? Donc, nous l'avons estimée à 230 000. Vous voulez la mettre à 250 000. OK. Donc, vous voyez, je tape en chiffres, ça tape en lettres ici. Donc, si je me trompe d'un zéro, je vois tout de suite. Je peux mettre la date. L'estimation inférieure, c'est 230 000. L'estimation supérieure, c'est 240 000. Est-ce qu'il est libre ou occupé? Alors, s'il est loué, hop, on me demande l'état locatif comme pièce justificative. S'il est libre, on ne me le demande pas. Hein. Vous voyez, c'est des logiques. Voilà, vous n'êtes peut-être pas un agent immobilier, mais vous pouvez vous imaginer dans votre métier hein, toute cette intelligence que l'on peut avoir dans le parcours de signature du contrat. La durée du mandat, la rémunération du mandataire, qui effectue le mesurage, l'état des risques. Ensuite, les actions de marketing, dans quelle revue on va publier l'annonce, comment est-ce qu'on va faire le suivi, etc. Je vous passe. Là, c'est mention. Des fois, on me dit bah, comment on fait pour gérer les mentions manuscrites dans les contrats. Donc, la loi prévoit ça, et donc il suffit que le signataire puisse par lui-même ajouter la mention. Donc ici, en fait, on a créé un bouton qui permet que le signataire doit cliquer pour rajouter la mention bon pour mandat avec exclusivité. Et dans le contrat, on met aussi une mention précise qui permet de rentrer dans le cadre légal pour cette mention juridique, manuscrite.
Et là, on retourne sur cette fameuse page où on peut choisir qui signe et comment. Donc là, je vais dire que c'est mon fameux propriétaire, encore Alex Mermot, qui signe directement sur la tablette. Je pourrais mettre aussi madame, hein, souvent c'est monsieur, madame, si j'avais les deux signataires. Je fais suivant. Et là, donc sur ma tablette, même si je n'ai pas de réseau, parce que chez le propriétaire, en général, il n'y a pas de réseau, je ne vais pas lui demander son code Wi-Fi quand même, eh bien, voilà, ça me génère à partir d'un modèle type. Donc ça fait que tous mes agents de mon agence, de mon réseau, vont avoir le même modèle type et que si je le mets à jour parce que le cadre juridique a changé, automatiquement, le lendemain matin, ils auront tous la nouvelle version intégrée dans leur parcours. Et donc là, vous voyez, ça a coché les cases des revues et des choses qu'on devait faire, ça a rempli le montant en chiffres, le montant en lettres, enfin, tout est automatique à partir des données qu'on a collectées pendant le parcours. Donc là, je peux tendre ma tablette à mon propriétaire pour lui faire signer le contrat. Comme j'ai sa pièce d'identité, j'ai aussi ses coordonnées GPS et j'ai tout un ensemble d'informations qu'on va certifier avec un certificat qualifié au nom du tiers de confiance pour dire que c'est ces informations-là qu'on avait à ce moment-là pour s'assurer de l'identité du signataire. Et voilà, c'est signé. Et là, pareil, hein, dans le back-office, je peux imaginer, j'ai un réseau avec 12 villes dans lesquelles j'ai des agences, avec chaque fois 50 agents. Eh bien, j'ai ma tour de contrôle de mon réseau. Je retrouve tous les contrats qui sont signés sur le terrain, sur les tablettes. Dès qu'il y a du réseau, ils synchronisent les tablettes, ça remonte. Et là, j'ai le contrat et aussi toute la data que je peux rentrer automatiquement dans mes systèmes de gestion. Voilà, j'espère que ces deux démos vous ont permis de comprendre les deux types d'usage de Selensign. Hein. D'une part, j'ai des documents que je crée moi-même, que je veux faire signer plus facilement avec le PDF ad hoc. Et puis, d'autre part, j'ai beaucoup de contrats du même type à faire signer avec une force de vente ou une force de gestion qui va devoir signer toujours les mêmes. Il ne faut pas qu'ils se trompent. Donc, je peux avoir des parcours bien cadrés, très vendeurs, très dynamiques, avec une conformité parfaite. Comment insérer les signatures dans les documents? On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est des smart codes. Il suffit que dans mon document, je mette ce code-là et automatiquement, Selensign va remplacer par qui la signature de mon entreprise, qui le sceau du tiers de confiance. Qui n'est pas obligatoire, c'est juste un moyen de donner confiance dans le document. Ensuite, bénéfices, tarifs, ROI. Donc, on voit tout de suite avec cette signature digitale, on a déjà des bénéfices commerciaux. Je vais réduire l'attente de mes clients et de mes commerciaux, puisque si je peux envoyer le contrat par mail, appeler le client, lui dire vous avez reçu un mail, lui faire cliquer, lui faire signer, le contrat me revient tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre le courrier. Donc je sais tout de suite s'il l'a signé ou pas. Je peux savoir d'ailleurs même s'il l'a ouvert, à quelle heure, et ainsi de suite. Donc je vends plus aussi, puisque c'est plus facile d'acheter, donc je vais plus facilement vendre. Je fais plus moderne, je fais plus efficace, donc mon client a plus envie de travailler avec moi, donc il va plus facilement m'acheter ma prestation à moi plutôt qu'à mon concurrent. C'est plus fluide. Un exemple, c'est Totem. Donc là, c'est de la signature en ligne qu'ils ont fait pour les locations. C'est des locations de petites voitures électriques à l'heure, un peu comme des Vélib, mais en voiture. Et donc, ils ont quadruplé leur vente d'abonnement en rajoutant Selensign en ligne, où il y a un parcours de souscription en ligne où les nouveaux abonnés peuvent s'abonner en signant le contrat et le mandat CEPA. Un autre client qui est agent immobilier et donc qui constate que 100% des mandats reviennent signés et à chaque fois, ils évitent 5 jours d'attente par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Après, là, il y a beaucoup de bénéfices, c'est au niveau back-office. Hein, c'est des bénéfices administratifs et financiers. Les gains de temps sur le terrain pour faire signer, donc ça, c'est du temps de plus pour vendre au lieu de faire de la paperasse. Et au back-office en traitement administratif. Après, il y a des économies d'argent, hein, le papier, les impressions, les copies, les courriers, les recommandés, l'archivage. Hein, en plus du temps perdu, il y a même de l'argent gagné. Réduction des risques, moins d'erreurs, une conformité accrue des contrats, une bonne maîtrise juridique de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut décider quel risque on souhaite prendre ou pas. Par exemple, je peux interdire aux gens de saisir telle ou telle valeur dans telle ou telle data du contrat. Et réduction de BFR, je signe plus vite, je récupère plus vite le contrat, j'intègre plus vite la data, je l'envoie plus vite à mon partenaire financier, donc je facture plus vite et j'encaisse plus vite. Laboratoire Bioderma, hein, qui est un des premiers clients de Selensign, qui utilise sur tablette dans les pharmacies. Avec Selensign, ils ont éliminé tout le casse-tête qu'ils avaient avec les erreurs, les ratures et la ressaisie des contrats au siège, des milliers et des milliers de contrats qui arrivaient par la poste.
Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de nous contacter si vous êtes intéressé, si vous avez un projet, pour qu'on puisse calculer le retour sur investissement. Vous voyez, on a une grille, on a un outil qui permet de calculer à partir d'hypothèses de votre business, du temps que vous allez gagner, des coûts de votre main-d'œuvre, etc. Quelles sont les économies de temps, quelles sont les économies d'argent qu'on va faire, et puis on va comparer ça avec le coût de la signature, c'est pas gratuit tout ça, et de cette manière, on va pouvoir calculer le retour sur investissement de la solution, et au bout de combien de temps, finalement, la solution se rembourse toute seule. On avait mis dans l'agenda les tarifs, ils sont sur notre site web. En gros, il y a deux tarifs. Il y a le tarif d'abonnement, c'est-à-dire nous, on revend les signatures électroniques de tiers de confiance de Caposte. Ça, c'est les transactions. Nous, on rajoute de la valeur dessus aussi, c'est-à-dire qu'on la package pour qu'elle soit facile à comprendre, facile à utiliser, et puis on rajoute la garantie de signature, de validité de la signature électronique Generali dessus, plus un archivage légal de 2 ans. Donc une transaction Sell & Sign, c'est 2 signatures certifiées par le tiers de confiance, un archivage légal de 2 ans et la garantie de protection juridique. Et puis l'abonnement. Donc si vous faites signer que des contrats à distance, on a un abonnement à 9,90 € par mois par utilisateur. C'est vraiment presque donné. Si vous faites signer des contrats en face à face avec le mode déconnecté, vous avez une flotte de commerciaux qui utilisent des tablettes en mode déconnecté, ça va être 39,90 €. Et puis, si vous avez un site web sur lequel vous voulez mettre un parcours de souscription self-service, ça va être 99,90 € par mois. Et puis, on a aussi un mode de fonctionnement pour les entreprises qui est, mine de rien, très courant en fait. On arrive très souvent à avoir des offres très intéressantes dans ce modèle-là, qui est on donne autant d'utilisateurs que vous voulez, avec tous les modes possibles et imaginables. Donc, vous pouvez mettre un parcours sur votre site web, une flotte de commerciaux avec des tablettes, plus des sédentaires qui envoient des mails. Et on va payer, vous allez payer seulement en fonction du volume de transactions. Donc, on va mélanger le prix des abonnements et le prix des transactions pour vous faire un tarif par contrat. Ça rend le ROI encore plus facile à calculer. Donc, voilà à peu près les tarifs. Voilà, j'espère que j'ai pu vous rendre moins nul, si j'ose dire, sans manquer de respect, bien sûr, à nos participants aujourd'hui. Je vous mets les coordonnées, vous avez sûrement mes coordonnées des mails qu'on a échangés avant. Je vous mets les coordonnées d'Alexandre Rouzotte, qui est notre directeur commercial, qui sera très à même de calculer avec vous le retour sur investissement ou d'étudier votre projet. Vous pouvez aussi me contacter moi directement, bien évidemment. Et puis, comme il nous reste 2 minutes, je vais voir si vous aviez des questions. Alors, je vais prendre le début. Donc, une première question, quel intérêt si je suis sur place pour signer? L'intérêt, c'est de ne pas avoir besoin de sortir. Je vais vous raconter l'histoire de Bioderma. Donc, Bioderma, avant, ils avaient des délégués pharmaceutiques qui avaient quoi? Les 5 ou 10 modèles de contrats pour l'année, qu'il fallait faire signer à tous les pharmaciens, et puis une valise avec tous ces contrats papier. Donc, quand ils arrivaient chez le client, ils devaient sortir le contrat papier machin, le contrat papier bidule, le faire signer en 2 exemplaires. Ensuite, ils devaient ramener ces contrats chez eux. Alors, des fois, il y avait des ratures ou des erreurs dedans, mais ça, ils ne le voyaient pas. C'est après qu'on le voit. Ensuite, ils devaient le ramener chez eux, le mettre dans une grosse enveloppe craft à la fin de la semaine et l'envoyer au siège. Donc, au siège, boum, tous les jours, il y a une ramette de papier de contrat qui arrive de toutes les pharmacies de France, de tous les délégués pharmaceutiques de France. Et là, il y a quelqu'un qui recommence, qui les prend, qui les ressaisit dans un système. Eux, ils vont mettre 2 étagères, 3 étagères, tant de pourcents, etc. Là, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne le signer? Bon, je vais le mettre dans la pile à arbitrer par le directeur. Enfin, c'était des heures et des heures, et même de l'argent perdu, puisqu'ils avaient des intérimaires qui étaient embauchés pour dépiler tous ces contrats. Donc, voilà l'intérêt. Même si vous êtes sur place pour signer, vous prenez votre tablette, vous avez le parcours joli pour présenter au pharmacien les offres de l'année, lui faire choisir ce qu'il peut choisir, générer le contrat, lui faire signer sur tablette. Dès que vous avez du réseau, ça remonte au siège et Laura au siège, elle n'a plus qu'à regarder les contrats arriver. Et de toute façon, ils sont toujours conformes. Voilà l'intérêt. J'espère que j'ai pu vous en convaincre. Quelle est la différence entre un certificat standard et un certificat cachet serveur? Alors, un certificat standard, c'est un certificat qui est décerné au nom d'une personne physique. Donc, tout ce que je vous ai expliqué là, avec l'autorité de certification qui donne un certificat qualifié
aux signataires, c'est pour les personnes physiques, des certificats de signature électronique pour des personnes physiques qui ont été identifiées en face à face. Le cachet serveur, c'est des certificats qui sont décernés au nom d'une personne morale, voilà, qui servent en général à tamponner, en fait, à certifier des paquets de données. Voilà. Donc, par exemple, ça peut être pour certifier des bulletins de paie, mais ça peut aussi être pour certifier un dossier de preuve qui concerne l'identité du signataire si on ne peut pas faire de la signature qualifiée. Voilà. Du coup, ça répond à l'autre question. Quelle est la durée de la garantie de la signature? La garantie, elle est valable aussi longtemps que le contrat est valable. Il n'y a pas de limite là-dessus. Est-ce qu'il y a un mode hors ligne en cas d'aucune connexion Internet? La réponse est oui, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc effectivement, on a une application qui est dans l'App Store, dans le Play Store Android ou dans le Windows Store, que vous pouvez télécharger. Une fois que vous vous connectez avec votre compte, il va télécharger vos modèles de contrat, télécharger votre base client. Là, vous pouvez travailler en mode déconnecté, prendre des photos, faire signer des contrats. Et dès qu'il y a du réseau, elle va resynchroniser les contrats avec le tiers de confiance pour les certifier. Et sur le terminal, parce que tout ça, il faut que ce soit très blindé juridiquement. Donc sur le terminal, on va créer un dossier de preuve local qu'on va signer avec un certificat qui est cette fois au nom de l'utilisateur, c'est-à-dire le commercial qui a la tablette. Et ce petit dossier de preuve va être ajouté au dossier de preuve du tiers de confiance. Alors la contrainte, c'est qu'il faut synchroniser souvent la tablette. On ne peut pas signer un contrat et le synchroniser un mois plus tard. Il faut le synchroniser rapidement. C'est vraiment pour aller faire signer quand il n'y a pas de réseau, mais le soir, il faut synchroniser. Avez-vous un connecteur avec Dynamics CRM? Donc ça, je vous laisse regarder ça avec Alexandre Rouzotte, mais je pense que c'est faisable. J'ai perdu les coordonnées, je vais vous les remettre. Voilà. Ah, j'arrive pas à le mettre en même temps. Bon. Comme ça. Peut-on avoir une double authentification avec signature face à face plus signature mobile? Oui, c'est possible. Doit-on toujours utiliser Adobe Reader? Là, on a un peu dépassé le temps, donc je n'en voudrais pas si vous déconnectez. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, je vais essayer d'en faire encore une ou deux, et puis le reste, on traitera offline. Vous contactez Alex, il pourra vous répondre très bien. Avez-vous des clients à la fonction publique territoriale? Je crois que oui, mais c'est à vérifier, il me semble, oui. Doit-on toujours utiliser Adobe Reader? Non, on peut utiliser n'importe quel logiciel qui lit les PDF pour les regarder. Pour valider les signatures, il y a certains logiciels qui savent lire aussi les certificats, il n'y a pas que Adobe Reader. Adobe Reader est gratuit, cela dit. Comment vérifiez-vous les cartes d'identité, usurpation d'identité, fausse adresse? Donc là, dans ce que je vous ai montré, on ne les vérifie pas. Cependant, on peut les vérifier, c'est-à-dire qu'on peut avoir un système qui, au moment où on met la pièce d'identité, va vérifier déjà d'une part la conformité entre la piste MRZ et le reste de la carte d'identité, puis la conformité de la donnée qui est sur la carte avec la donnée qu'on a mise du signataire, et puis même, pourquoi pas, par rapport à une blacklist de pièces d'identité invalidées. C'est faisable, c'est pas standard. Donc, on n'est pas obligé de le vérifier. Ce qui compte, c'est de l'avoir collecté. C'est comme quand on signe sur papier. Il est rare qu'on aille faire une vérification à l'état civil de l'identité du signataire que l'on fait signer sur papier. Mais cependant, on peut le faire. Qu'en est-il de la connexion avec des outils RH comme SAP? Eh bien, évidemment, il s'agit, comme on va précieusement, vous avez vu, je pense, j'espère que j'ai été clair là-dessus, avec Selensign, on va précieusement garder toute la data, tout ce qui est intéressant pour le business, en fait. Il y a le juridique qui est intéressant pour la justice si un jour il y a un litige, et puis dans ce juridique, de temps en temps, il y a un chiffre, un nom, un terme qui est vraiment important pour le business, qui est en fait la raison pour laquelle on fait le contrat. Donc, toute cette data, on la garde bien précieusement de manière à ce qu'elle puisse être automatiquement intégrée dans votre outil de RH. Qu'en est-il de la valeur juridique pour la Belgique? Donc, comme l'AIDAS uniformise d'une part le cadre juridique et d'autre part les tiers de confiance pour toute l'Europe, on a toute validité en Belgique. Que se passe-t-il après les 2 ans de stockage en cas de fin de contrat avec Selensign? Alors, le contrat est valable aussi longtemps
s'il est en vigueur une fois qu'il est signé électroniquement. Même si vous arrêtez votre abonnement à Sign & Sign, il reste valable. Même si vous n'avez pas d'archivage légal ou si l'archivage légal est expiré, il reste valable. Hein, l'archivage légal, c'est juste un moyen de vous assurer que vous allez retrouver l'original. Je ne sais pas si tous vos ordinateurs crashent, il y a quand même l'original chez le tiers de confiance. Mais si vous conservez l'original, ça suffit. Vous n'avez plus besoin ni du tiers de confiance. Vérification du titulaire d'un IBAN. Donc là, on peut évidemment lire automatiquement l'IBAN, faire le checksum pour vérifier. Les IBAN ont un code de contrôle qui va vérifier si c'est un vrai IBAN ou un faux IBAN. Ça ne permet pas de vérifier si c'est le vrai compte du signataire. Puis après, on peut faire des contrôles avec la pièce d'identité pour comparer le nom du RIB et le nom du signataire. Bon, après, il y a une question sur la blockchain qui est vraiment un débat très intéressant. Je préfère pas l'aborder, je suis déjà en retard là, donc je vais vous libérer. Évidemment, pour moi, les technologies blockchain, c'est vraiment l'avenir de tout ce qui est traçabilité de transactions. Maintenant, pour l'instant, le cadre juridique n'est pas prévu pour la blockchain. Le cadre juridique est prévu pour un format centralisé où on a un tiers de confiance qui est responsable. Hein. Donc, voilà ce qu'il en est actuellement. Néanmoins, c'est vraiment une évolution intéressante et je serais ravi d'en discuter avec vous si vous le souhaitez. Voilà, je veux dire encore une fois merci d'être venus aussi nombreux à cette session. Je pense que vous n'étiez pas nuls au départ, mais qu'en tout cas, vous ne l'êtes plus maintenant, je l'espère, puisque j'ai vraiment essayé de vulgariser le plus possible la signature électronique. J'espère aussi que vous avez pu voir que d'abord, c'était extrêmement facile à mettre en place, y compris pour votre business, et que ça a apporté des gains fantastiques pour pas cher. Donc, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse étudier ensemble votre projet. Et je suis ravi d'avoir pu vous aider dans celui-ci déjà en avance de phase. Merci à tous, bonne soirée et j'espère à la prochaine fois pour un autre webinaire. Au revoir.